Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine dans Dautré, édition du 26 juillet 2026. Donc, hier, c'était le Noël du campeur. J'espère que vous avez bien fêté. Quelques nouvelles aujourd'hui, on pourrait dire rafraîchissantes si on veut, pour parler de ce qui s'est passé dans cette semaine. On est revenu sur les conseils de la municipalité de Lanoraie, du conseil aussi de la MRC. On vous parle aussi du festival Trad de mémoire et racines qui a lieu encore, qui se termine aujourd'hui à Joliette. Et il y a une nouvelle promotion, une nouvelle idée. Donc, ramasser des fonds grâce au programme La Ruche pour favoriser l'interprétation, la rencontre avec les jeunes 15-18 et la musique trad. On parle aussi d'une activité qui a eu lieu ici au camp de jour de Berthierville en collaboration avec les boulistes, donc une initiation à la pétanque. Près de 70 jeunes ont pu participer à cette magnifique journée. On vous présente une recette aussi de tisane, profitez-en pour bien relaxer. On vous parle aussi de Renaud Loranger qui nous a parlé de la fin de semaine au festival Lanaudière. Yves Perron qui nous a fait une courte entrevue avant ses vacances. Et aussi quelque chose de rafraîchissant, le rendez-vous des autos, le café rencontre qui a eu lieu à tous les mercredis soirs à Berthierville dans le stationnement du Harvey's à Berthier. Donc, quelques images de cette activité. On espère que vous avez profité de vos vacances. N'oubliez pas, nous vous présentons un bulletin de nouvelles à tous les jours à compter de 18 heures. Profitez-en pour vous tenir au courant des activités qui se passent dans notre région. Sur ce, bonne écoute et à la semaine prochaine. Information et suivi de dossier. Avant de continuer avec la prochaine résolution, je céderai la parole à Mme Lynne Clermont pour maire pour quelques informations. Alors, bonsoir à chacun d'entre vous. Il y a eu des événements à Lanoraie dans le dernier mois, donc j'aimerais demander à ma collègue Marie-Ève de nous faire un résumé de points, d'activités qu'on a eues. Le 29 juillet dernier, c'était l'Assemblée générale de la Maison des jeunes. J'aimerais juste souligner l'implication puis féliciter tout le monde qui s'implique de près ou de loin dans la Maison des jeunes de Lanoraie. C'est vraiment une super équipe. Je dirais pas vieux, mais adultes et jeunes inclus. C'est vraiment bien. Puis aussi, j'aimerais aussi remercier les bénévoles, les employés municipaux pour leur travail, leur implication aussi dans la fête de la Saint-Jean. C'était très réussi. Puis on va avoir plus de détails, mais dans une autre séance. Prochain conseil. Suivant. C'est tout. C'est ça que j'essaie de dire. Alors, je passe la parole à ma consoeur Céline pour un suivi de dossier. Un suivi de dossier? Oui, c'était pour vous rementionner que le dimanche 12 juillet, il y a eu une consultation publique pour les parcs et les espaces verts. Ça se faisait au centre sportif. Alors, on a eu plusieurs visiteurs. C'était bien agréable de voir les idées que les gens nous ont apportées, la façon qu'ils voyaient l'aménagement des futurs parcs. Il y avait aussi un sondage en ligne. Alors, tout ce que les citoyens nous ont suggéré sera compilé. On était appuyés dans cette démarche-là par Loisirs et Sport Lanaudière. Alors, c'est cet organisme-là qui va faire un bilan. Et au début de l'automne, on devrait avoir un bon compte-rendu. Ça va nous donner des idées de comment aménager les parcs de Lanoraie parce que on voit pas tous ça de la même façon. Est-ce qu'on veut des jeux pour les enfants? Est-ce qu'on veut seulement des balançoires? Est-ce qu'on veut seulement un banc puis des arbres pour aller faire un petit peu de lecture? Alors, toutes ces idées-là nous seront résumées et ça va nous donner un bon coup de main pour la suite. Alors, merci beaucoup aux gens qui se sont présentés et ceux qui ont... Attends un petit peu, monsieur le maire, ça sera pas long. Et ceux qui ont
remplir le sondage en ligne. Je vous passe la parole. Ça veut dire qu'il est encore en ligne, le sondage. Donc, Là, il est encore en ligne, le sondage. voilà. Merci. Oui, Marco? Oui, j'avais oublié de signifier, dans le fond, il est arrivé aussi au début à la fin du mois, il y a eu la Société historique de Lanoraie. Moi et M. le maire, on a été pour l'ouverture de l'exposition cet été pour Docteur Rondeau. Ensuite, J.A. Dessay avec Clément Loranger. Donc, c'est des personnages qui ont marqué l'histoire de Lanoraie, fait que j'invite tout le monde à aller faire un petit tour à l'Escale du Roi. Super, merci de l'information. Donc, moi, je me projette dans le futur. Dans le fond, ce que je vous demande, c'est de ne pas manquer, dans le fond, notre bulletin municipal ou les parutions de Facebook. Il y a les promenades du dimanche. Il y a toujours des spectacles. Le prochain est le 19 juillet. Il y a le prochain marché public aussi, qui est le 26 juillet. Et évidemment, le cinéma en plein air, demain soir, ça commence. Donc, j'invite tous les gens et les familles à s'y diriger allègrement. Il y a le festival aussi de la littérature jeunesse à Lanoraie, au parc Jean-Bourdon, samedi le 8 août. Et c'est sûr que vous allez le voir aussi sur le fil d'Internet, là, sur Facebook. Voilà, Monsieur le maire. C'est bon? Merci beaucoup. Ça nous amène au point 6.1, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Là, je vais être un peu plate parce que je vais vous le lire. Contrairement à ce que je disais tantôt, il y a des résolutions ou des rapports qu'on devra lire de façon beaucoup plus complète, là. Donc, conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il me fait plaisir de vous faire état des faits saillants du rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025. C'est la loi. La loi m'oblige à faire un rapport sur l'exercice financier 2025 qui a été déposé à la séance du Conseil municipal le 9 juin dernier, qui montre un excédent de fonctionnement de 1 051 903, considérant des revenus de fonctionnement de 9 606 390 000 sur des charges de 9 732 174, ainsi que des éléments de conciliation à des fins fiscales d'1 177 687. À ce titre, nous pouvons rappeler les nombreux investissements réalisés en 2025. Donc, nous avons fait des travaux de raccordement au puits 6.3 pour un montant total de 2 291 480. Ces travaux d'envergure avaient débuté en 2019. La municipalité a affecté une somme de 270 480 provenant du fonds réservé à Aqueduc, portant ainsi le règlement d'emprunt final à 2 021 000 pour un terme de 25 ans. Les travaux d'aménagement d'une aire de jeu d'eau s'est mis en route en fin d'année 2025. Un total en horaire professionnel et en construction a totalisé tout près de 250 000 au 31 décembre 2025. Les travaux se poursuivent et s'achèveront en 2026 pour un montant total d'environ, pourquoi d'environ? Parce que ça peut varier, et on l'espère à la baisse, de 810 000 lequel montant sera financé par règlement d'emprunt sur un terme de 10 ans. L'avancement des travaux en ce qui a trait aux honoraires professionnels pour l'étude géotechnique et la conception d'un nouveau garage municipal. Comme vous le savez peut-être, je sais qu'on a déjà parlé, le garage municipal arrive en fin de vie. Alors, il faut penser au futur, il faut penser à en construire un nouveau parce que celui-là, on ne peut pas le réhabiliter pour toutes sortes de raisons, d'ordre structural et conception. La municipalité est toujours en attente d'appui potentiel de subvention pour démarrer concrètement ces travaux de grande envergure. La surface de la patinoire a été complétée en 2025 suite à des travaux de scarification, pavage et planimétrie qui avaient été réalisés pour une somme de 79 000 en 2024. Il faut rappeler qu'une subvention de la MRC provenant du pacte rural de 83 067 a été reçue dans le cadre du programme, justement, de collectivité rurale. La réfection complète des accotements du rang Saint-François a été faite pour une somme de 46 000, pour laquelle la municipalité a reçu une subvention du MTQ de 40 000. La municipalité a procédé à l'installation d'un filet de sécurité au terrain de Bâle pour un montant de 31 000, rendant ainsi les lieux plus sécuritaires. Et là, on vient d'ajouter un autre filet de sécurité là, pour lorsque les gens frappent des fausses balles au bâton, des estrades en arrière là, pour éviter là, que la balle retombe sur les gens. Notre municipalité, on le sait, connaît une croissance soutenue.
porté par un développement important. Il va de soi que notre service, ou plutôt notre offre de service et nos infrastructures doivent suivre cette évolution. La municipalité de Lanoraie réaffirme ainsi sa volonté d'offrir des services de qualité en adéquation avec les attentes et les besoins de sa population, tout en demeurant plus que jamais engagée envers les contribuables en matière de contrôle des dépenses et du taux de taxation. D'autre part, il est important de rappeler qu'une partie de l'excédent a été affectée à l'exercice financier 2026, soit un montant de 780 700. Donc, on a pris l'excédent 2025 de 780 700 $. On l'a injecté pour balancer le budget 2026. Et un montant de 20 278 a été consolidé et distribué à certains fonds réservés, tels que l'Aqueduc et l'assainissement. Le fonds de roulement de la municipalité, qui est un montant total de 1 500 000 et il y a un capital engagé sur ce 1 500 000-là d'environ 1 92 200. Donc, à la lecture du rapport, il ressort que la municipalité de Lanoraie bénéficie d'une excellente santé financière et qu'elle est administrée de manière à optimiser chaque dollar investi. Donc, nous déployons tous les efforts nécessaires afin d'offrir des services de qualité dans le respect de notre capacité financière. Il importe également de souligner que le profil financier 24-25 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation est accessible sur le site Internet de la municipalité. Vous pourrez constater que la municipalité de Lanoraie se distingue avantageusement par ses résultats. En fait, vous allez sur le site du ministère des Affaires municipales, vous allez voir que la municipalité est parmi les meilleures en termes de, quand on additionne les infrastructures, les services qu'on offre versus le compte de taxes, quand on se compare, je peux vous dire qu'on se console. Alors, pour les mêmes services, pour la même qualité de service, pour les mêmes infrastructures, d'autres municipalités ont un taux de taxes beaucoup plus élevé. On parle des fois du simple, du double, du triple de ce qu'on peut avoir ici comme taux de taxes. Alors, ce n'est pas une lubie, c'est un fait, ça existe. Et je pense qu'il faut féliciter l'administration par rapport à ça. Puis cette cohérence aussi, de conseil en conseil depuis la création de la municipalité le 6 décembre 2000. Donc, de conseil en conseil, ça a été un but, un objectif, s'assurer d'avoir des budgets qui collent d'une certaine façon à la situation financière des gens qui habitent ici. C'est pas parfait. Des fois, on trouve que c'est trop cher, des fois, mais en quelque part, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres municipalités, je pense qu'on peut se dire mission accomplie à ce niveau-là. Voilà. C'était un rapport, et ce rapport-là, évidemment, n'a pas besoin de résolution. Il va simplement être porté pour les archives. Voilà. Tant qu'être dans l'information, je veux amener une précision. Comme vous le savez, puis je l'ai dit tantôt, mais je l'ai annoncé le mois passé, on a changé un petit peu la façon de faire, entre autres avec ces informations-là qu'on vous donne, qui se sont produites ou qui vont se produire. Aussi, le fait que je ne lis plus les résolutions là, systématiquement, mais j'en fais plus un résumé et pour rendre ça plus vivant. L'autre point que je vais apporter, c'est qu'on apporte une nouvelle modification aussi à la séance du Conseil, mais pour ce qui est des périodes de questions. Alors, pour ce qui est des périodes de questions, je vais juste vous donner, puis on l'a mis tantôt, je remercie Mme Laporte, elle l'a mis en ligne, vous allez le trouver, là. C'est finalement comment on formule nos questions lorsqu'on va sur la page Facebook de la municipalité. De toute façon, peu importe que ce soit sur la page Facebook de la municipalité, en général, comment on s'exprime sur les réseaux sociaux, c'est de s'exprimer avec respect, avec tout ce que ça comporte là, comme élément. Juste, je voulais vous en lire justement quelques éléments ce qu'on appelle la politique d'utilisation des réseaux sociaux municipalité de Lanoraie. On appelle ça la netiquette. Donc, la municipalité n'accepte pas des commentaires diffamatoires, haineux, harcelants, insultants, menaçants, racistes, xénophobes, homophobes, sexistes, vulgaires, obscènes ou attaquant une tierce personne, des propos faisant référence à de fausses informations ou qui incitent à des activités illégales ou illicites, des commentaires hors sujet, inappropriés ou répétés abusivement, des commentaires qui visent à promouvoir ou à discréditer des représentants ou des employés de la municipalité, des images, des émoticônes, on peut dire comme ça, à connotation sexuelle, de violence ou portant atteinte à la réputation d'une personne, non plus la publicité, la sollicitation ou la promotion d'entreprise, la diffusion d'hyperliens de nature commerciale ou publicitaire. Vous allez me dire, ça va de soi, mais je fais quand même préciser que maintenant, on va l'appliquer vraiment de façon beaucoup plus serré. Et lorsque quelqu'un va poser une question, s'il s'avère avoir des propos qui ne correspondent pas à la fameuse politique que j'ai en main ici, que vous retrouvez sur le site de la municipalité aussi, on va aller chercher le cœur de la question que la personne va poser. On va enlever ce qui ne correspond pas à la façon de faire sur son commentaire directement sur la page
Facebook. Et moi, on va me transmettre seulement le cœur de la question. Ça va me faire plaisir d'y répondre, mais on ne tolérera plus ou on ne tolérera pas, à tout le moins, des propos qui ne sont pas acceptables. Et en fait, quand les gens viennent ici au micro, c'est toujours fait de façon respectueuse. C'est parfait. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsque c'est sur Facebook, vous savez l'expression qu'on dit, derrière un écran, les gens, des fois, ils s'échappent. Alors, on ne tolérera plus ce genre de propos-là. Donc, on ne remettra pas en question le fait qu'on permet justement aux gens de pouvoir participer de chez eux à la séance du Conseil. Ça, c'est un acquis. En tout cas, pour ma part et pour l'ensemble du Conseil, on ne remettra pas ça en question. On ne privera pas les gens de cet outil-là de communication qui est extraordinaire parce que des fois, certaines personnes s'échappent malheureusement. On va plutôt cibler les gens qui s'échappent, on va les aviser, on va les avertir, on va retirer des commentaires qui ne correspondent pas à la politique, mais je vous garantis qu'on va garder la formule, mais on resserre un petit peu pour que ça se fasse correctement. Voilà, ça s'applique à partir évidemment de ce soir, et s'il faut, on verra à répéter le message éventuellement. C'est suite à la demande que j'ai faite le mois dernier par rapport à un principe, le principe de la régionalisation. C'est un enjeu qui est important pour le territoire de Saint-Geneviève-de-Berthier, compte tenu qu'il va y avoir des impacts, je pense, majeurs dans la municipalité. C'est le rôle de la MRC, je pense, de l'aménagement du territoire, comme vous êtes d'accord avec ça, que ce soit le rôle. L'aménagement du territoire fait partie du rôle, un des rôles principaux de la MRC. J'avais adopté le schéma d'aménagement, un règlement de contrôle du trimestre déboisé, le règlement sur les milieux humides et hydriques. Là-dessus, je vais faire une petite citation de vous. Je vais la lire, c'est très court. Lors que vous avez adopté ce règlement-là, je vous cite, « En adoptant ce plan, nous affirmons notre engagement envers le principe d'aucune perte nette des milieux humides et hydriques. Ce document de planification stratégique guidera nos actions futures pour préserver ces écosystèmes précieux. Bon, ça va dans ce sens-là. Donc, le projet de l'Épouré-Nord va empiéter dans ces milieux-là, ces choses-là. Donc, je m'attends un peu à ce que la MRC, passe des paroles à l'acte. Bon. Le projet qui est proposé, c'est un immense projet qui vise essentiellement l'importation des déchets. C'est là le problème. Le problème vient là. De là, la demande d'adopter un principe sur la régionalisation des déchets. Le gouvernement a adopté une politique à ce niveau-là. Les MRC ont le pouvoir de restreindre. Je comprends que ce n'est pas dans votre MRC, mais même si c'est à côté, là, il est possible, compte tenu que la CPTAQ, qui doit exclure des terrains dans Saint-Thomas, refuse le projet dans Saint-Thomas. Ils ont dit non au projet comme tel. Ils sont en appel de cette décision-là. Mais ce qui est recommandé, que ce projet se réalise dans ma municipalité, dans Sainte-Geneviève-de-Berthier, si jamais ça se produit là. Je sais que la MRC a adopté une résolution, elle était qu'elle n'est pas d'accord à ce que le site d'embouchement s'en vienne dans Sainte-Geneviève. C'est correct, je vous en remercie. Mais il y a quand même une éventualité dans ce sens-là qui pointe. Là. Puis, c'est ça. Ce que je demande, dans le fond, c'est tout simplement un appui. Est-ce que regardez, je peux répondre à toutes vos questions tout de suite, là. Puis je vais être très clair. OK. On a été très clair que la MRC de Dautrey n'a pas l'intention de modifier son schéma d'aménagement pour avoir ça chez nous, indépendamment des décisions. Il faut que tout le monde comprenne qu'à un moment donné, c'est probablement le gouvernement qui va se positionner. Mais ici, c'est clair de l'ensemble des élus. Pour ce qui s'agit de la régionalisation, je vous le dis, en toute franchise, là, ce qu'on va faire, la MRC, parce que c'était quand on s'en est parlé la dernière fois, dès qu'on revient, nous autres, des vacances, le comité en environnement va se pencher et la MRC va se positionner sur la régionalisation à l'automne, puis on a l'intention de se positionner. Évidemment, je ne vous dis pas comment est-ce qu'on va se positionner, parce qu'on est 15 autour de la table, mais notre comité en environnement va nous faire des recommandations et on a l'intention de se positionner.
Là, je vous dirai pas comment est-ce qu'on se positionne parce que... Non, je comprends. Je comprends, mais je vous le dis, on a l'intention de travailler là-dessus très sérieusement et on a l'intention de se positionner. Autre chose qui est super important, puis même si la question était peut-être pas là, la MRC de Dautrey n'a pas l'intention de se positionner sur les décisions de la MRC de Joliette. C'est une MRC qui est souveraine sur son territoire. On peut baiser ce qu'on veut. On n'a pas... Par contre, sur la régionalisation, on va le regarder très sérieusement. C'est notre position actuelle, donc c'est... Puis le schéma ne sera pas modifié ici, c'est sûr. Mais il faut que tous les citoyens comprennent qu'à un moment donné, tout ce qui arrive, ça risque d'être une décision gouvernementale. Alors, on a vu que les jeunes sont partie intégrante du festival tout le week-end. On s'est aperçu qu'ils se rencontraient là, le soir sous des tentes qui sont inoccupées pour vivre le festival à leur manière, avec de la chanson, avec des jams. Puis, ben, ça nous a donné l'idée de leur offrir plus. Donc, dans une édition où Relève Trad éphémère va prendre sa place et que là, on va organiser des ateliers spécifiques pour les jeunes avec des artistes de la scène traditionnelle. Donc, par exemple, un artiste qui va venir enseigner de la podorythmie pour les jeunes, d'avoir des ateliers de musique ou de guitare ou de turlute vraiment expressément pour ces jeunes-là, des 15-18. Donc, on avait envie de leur offrir un plus-value, tu sais, pour qu'ils se sentent vraiment là, figure importante et majeure là, dans le festival. Ils sont un petit peu les jeunes, comme on allait dire, je ne veux pas dire hors champ, mais leur façon de se rejoindre maintenant, c'est beaucoup TikTok, c'est beaucoup des choses comme ça. Donc, c'était essayer d'intégrer le festival dans ces plateformes-là, on pourrait dire. Ben, on voit beaucoup, effectivement, l'effervescence de TikTok avec les veillées de chansons. Ça existe là dans la Nodière, là, c'est fulgurant, la popularité de ça. Puis, ben, nos jeunes, 15-18, des fois, ça va leur permettre justement de s'outiller ou d'avoir un sentiment d'appartenance avec la musique trad pour peut-être ensuite joindre ces groupes-là, puis peut-être créer même leur vidéo TikTok. Mais disons que oui, on avait le goût de prendre donc tous ces outils-là puis de leur permettre de vivre quelque chose qui va leur servir, qui va leur rester dans la mémoire longtemps. C'est ça. Donc, d'où le thème Festival Mémoire et Racines, c'est important. Exact. Le projet Relève Trad éphémère, on va avoir un quartier général pour les jeunes 15-18. On va leur dédier vraiment du temps, une case horaire propre à eux. Ils vont faire, donc, ils vont explorer plusieurs étapes puis ils vont voir aussi peut-être plusieurs étapes du festival. On va les inviter dans l'arrière-scène. On va les amener à découvrir là, tous les secrets, disons, là, du spectacle de musique trad. Puis, ça va être une façon de leur mentionner « Hey, les jeunes, on est là pour vous, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez le goût de découvrir? » Puis, on vous entend, puis on est avec vous autres. Donc, tu sais, le Relève Trad éphémère, c'est pour les 15-18 qui ont vraiment le goût de continuer cette énergie-là, de partager puis de créer autour de la musique trad. Pour avoir vécu l'an dernier le festival, oui, il y a beaucoup de jeunes, mais c'était important pour vous d'assurer une relève. Veut pas, à un moment donné, les vieux comme nous, on aime le trad, on a une tradition ici dans la Naudière, mais il faut qu'une relève existe aussi. Il faut qu'il se passe quelque chose, tant au niveau de la participation, je pense, que des musiciens, des acteurs de la musique trad. Exact. Donc, notre festival est très familial. Donc, on a une panoplie de festivaliers d'âges différents. Et puis, ben, tu sais, de nos enfants qui sont maintenant bénévoles au Festival Mémoire et Racines, parce que moi, c'est ce qui m'arrive. Mais on a aussi les jeunes qui vivent le festival à leur manière. Donc, en fait, oui, on veut justement les garder avec nous pour les années à venir. Puis, cette tranche d'âge-là, dans 10 ans, 15 ans,
vont s'approprier le festival à leur façon, puis c'est peut-être eux les prochains acteurs du conseil d'administration du Festival Mémoire et Racines, par exemple, ou du comité de programmation. Donc, effectivement, c'est un peu cette vision-là qu'on souhaite amener à ces jeunes-là. Ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine, de nos valeurs. Puis, tu sais, ce que j'aime à dire, c'est que ça se vit pas juste au jour de l'an, ni dans le temps des sucres. Donc, c'est une musique qui nous accompagne vraiment au quotidien, qui nous fait vibrer vraiment là, sur le territoire. Puis quand nos artistes vont la faire découvrir à l'international, ben, tu sais, ça renforce vraiment ce que nous on diffuse, ce qu'on aime faire partager pendant le festival. Puis, ben oui, c'est du trad à l'année pour nous, ça, c'est vivant, c'est sûr et certain. En quoi ça va vraiment contribuer? En quoi vous voyez vraiment l'importance de cette campagne-là? Alors, le projet Relève Trad éphémère, ben, on est accompagné de La Ruche, qui est une plateforme de sociofinancement. On a également le Fonds 1001. Ils vont nous aider à bonifier, donc à doubler le montant de chaque don. On a une plateforme où on offre des contreparties. On a le spectacle des Charbonniers de l'Enfer qui nous offre pratiquement leur avant-dernière prestation disponible à Joliette le 16 décembre. On a également donc on a des items aussi à l'effigie du projet Relève Trad éphémère. On a également de l'espace publicitaire pour soutenir justement je vais dire le quartier général de l'année prochaine pour des commanditaires ou des partenaires qui souhaitent s'impliquer. Mais ce projet-là est vraiment une façon de contribuer à la relève pour, dans le fond, pérenniser justement nos jeunes, pérenniser l'action musicale de nos jeunes au festival. Puis, ben, c'est une première, en fait. Les événements bénéfices reprennent pour justement là, ponctuer l'importance du festival Mémoire et Racines dans la Naudière. En terminant, pour cette fameuse campagne de financement, sûrement vous avez un objectif en tête qu'on veut dépasser, mais parlez-nous un petit peu, c'est quoi votre plan de match pour l'objectif? Bonne question. En tout et partout, on souhaite donc atteindre un montant de 23 000 $ qui va être, dans le fond, doublé par le Fonds 1001. Ce montant-là amassé va nous permettre de mettre en place les structures, les invitations, mais surtout tout le déploiement de la programmation pour la relève trad éphémère l'année prochaine. Donc, si tout va bien, c'est 46 000 $ qui va être investi, qui va être mis directement sur le projet Relève Trad l'année prochaine. Puis on est confiants, mais on a besoin de votre support, vous, les amoureux de la musique trad dans la Naudière. Donc, c'est un montant minimum. On s'entend qu'on a des attentes sûrement un petit peu plus élevées, mais on a besoin de cet argent-là au minimum pour réaliser les projets. Exact. On est confiant, on établit une base avec laquelle on va être capable de bien travailler puis de bien structurer ce beau projet-là. Puis on pense que ça va bien se matérialiser puis ça va s'idéaliser dans notre façon de voir le projet là, de façon parfaite. Ah, ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir. En compagnie de Bactéries, bonjour, qui est la coordonnatrice au camp de jour ici, Air en fête cette année de la ville de Berthierville. Aujourd'hui, c'est l'initiation à la pétanque. Exactement. Comment tu as vécu ça? Comment les jeunes ont vécu ça? Bien, les jeunes s'amusent vraiment beaucoup, ils aiment vraiment ça. Ça a été quand même un grand succès. C'est vraiment une chose que justement la plupart n'avaient jamais fait avant, donc c'est quand même très cool pour eux. C'est ça. Puis ils aiment ça être actif, donc c'est quand même actif. On a l'impression que c'est facile, puis que qu'on joue à la pétanque facilement, mais il y a seulement de habilité, puis il a fallu quand même que tu les supervises. Là, exactement. Là, il a quand même fallu superviser. Il a quand même fallu les superviser en effet, mais c'est ça donne comme... Ça enlève comme ce stéréotype-là qu'il y a de la pétanque, puis on voit que justement, même les jeunes peuvent s'amuser en faisant ce sport-là. As-tu essayé? J'ai essayé. On est venu mardi avec mon équipe de camp de jour. On est venu essayer. On a fait une activité tous ensemble pour tester la pétanque. Puis, t'étais-tu bonne? Oh, bonne, je dirais pas ça.
Mais ça s'est bien passé, là, c'était agréable, c'était le fun. T'avais quoi, une 70 jeunes environ? Comment t'as déjà? Aujourd'hui, à peu près ça, ouais, 65, 70 à peu près. Parce que normalement, le camp de jour est un petit peu plus, mais là, c'est la semaine C'est de les semaines de la vacances. construction, de la exactement, construction. oui. Bon, ben, c'est beau. Bon, ben, félicitations. Je pense que c'était une belle journée de plein air pour les jeunes, différente pour toutes les jeunes du camp de jour. Merci. En compagnie de Gilles de Pétanque-Rive-Nord, c'est content d'une journée comme ça ici. Tu me parlais que tu avais la même vision qu'Étienne. C'est important de faire jouer des jeunes, de montrer ça aux jeunes? Oui, c'est très important. Notre but est identique à Étienne. Nous, les jeunes, l'année prochaine, au niveau de la commission scolaire, les invitations sont parties. Et puis, tous les joueurs de toutes catégories sont invités à venir jouer chez nous. OK. Et puis, on a notre président, il est 2 fois champion canadien. Il était présent ici aujourd'hui? Non, malheureusement, il est en vacances. Il est en vacances? C'est Stéphane Montembeault. Et puis, on a Jean-Marc Larrivée. Il s'en va représenter encore le Canada en France le mois prochain. Le mois prochain, là. Oui. Donc, c'est pour tes membres, tes gens ici, c'est une inspiration, c'est le fun de voir jouer des jeunes, puis de faire un lien avec les jeunes. Je ne vais pas dire les vieux, on parle de vieux, mais on parle beaucoup d'aînés, de mettons qu'on va dire c'est ça, aînés. oui, c'est le vrai mot. Mais les jeunes, la relève est là. On a besoin d'eux. Puis nous autres, on est là pour leur montrer tout ce qu'on connaît. OK. Et les former, parce que nous, on veut les envoyer éventuellement en Europe, dans les compétitions. On veut les former pour ça. Ah, ben c'est bien. En tout cas, félicitations. Je pense que c'est une belle implication. On peut voir que les jeunes, il n'y en a pas un qui n'a pas l'air heureux, qui n'a pas l'air souriant. C'est ça qui est important au bout de l'année. C'est ça. Puis je veux juste prendre 30 secondes pour remercier tous nos commanditaires. OK. Je ne les nommerai pas. Non, mais on sait qu'il y en a beaucoup. On a beaucoup. La ville de Berthier, Desjardins, il y a plein de gens moi, qui sont... dans mon coin, c'est haute, là. OK. Et on travaille fort là, dans le club là, pour avoir des fonds. Avoir des fonds, parce que c'est le nerf de la guerre, on n'a pas le choix. C'est ça. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci. Bye-bye. Merci. Je suis en compagnie de Michel, qui est directeur à la Fédération de pétanque Québec. Des journées comme ça, vous trouvez ça bien? C'est magnifique. Hein? Surtout, c'est une belle initiative, parce que la pétanque, faut pas se le cacher. Les gens disent toujours que c'est un jeu de petits vieux. Oui, on va le dire, on va l'assumer puis tout ça. Finalement, non, parce que ça, c'est une mère relève. Hein? Quand on sera plus là, c'est eux autres qui vont nous prendre notre place. Hein? À Berthier, Étienne, puis tout ça, il est très actif. Ouais. Il fait des... C'est un de vos beaux ambassadeurs là, qui fait ça pour les jeunes. Il travaille beaucoup pour ça. On a que des félicitations à lui faire. C'est ça. Et comment les autres membres, je vois qu'il y a plusieurs gens de la Fédération, il y a des gens de club, comment ils vivent ça, partager ça avec des jeunes comme ça? Ben, c'est magnifique. On essaye tous de faire un peu comme lui il voudrait, comme lui il fait, mais c'est pas facile. Hein. Okay. C'est comme à recommencer à chaque fois. Okay. Et vous avez, des jeunes nous ont tout dit, on va revenir, on pensait pas que c'était ça. Non, j'ai pas eu la chance. Il n'y avait pas eu de réaction vraiment avec les gens. Mais vos membres de club, je pense qu'ils aiment ça aussi. Faire ça, ça leur donne une autre raison de partager leur passion. C'est ça, parce qu'on est passionnés si on joue à ça. Hein. Parce que moi, ça fait depuis l'âge de 12 ans que je joue à la pétanque. OK. Ça fait plusieurs années. C'est un jeu français, mais vous êtes un Québécois, donc vous avez développé cette passion-là pour le jeu. Mon père a été président de la fédération pendant 3 ans. Vous n'avez pas le choix, comme on dit, vous n'avez pas le choix. Vous étiez dans le bateau. Bon, bien, félicitations, puis c'est une belle journée. Merci. Beaucoup, bonjour, Étienne. Tu as une belle journée? Tu es content de ta journée? Ah, je pense que c'est la plus belle journée de ma vie. Ah oui? Ah oui. On est content grâce à Air en Fête qui nous ont amené leurs jeunes pour participer à la pétanque. Les jeunes aiment ça. On a vu beaucoup de potentiel dans les jeunes qui sont ici. Okay. Donc, on a de la relève. C'est vraiment magnifique. Tout le monde a bien participé. C'est du bonheur pour moi. Ce qui est bien, c'est que grâce à tous nos commanditaires, oui, ben c'est ça, on a été capable de ramasser assez de fonds pour pouvoir organiser des journées. Puis là, on est en train de se préparer pour la sélection de la Coupe du Monde. Puis je pense qu'on va avoir on va avoir des bonnes gens, oui, c'est ça. Oui. Je parlais des gens de ta fédération. Tu es un exemple. Là. Ils sont tous en admiration devant toi pour ce que tu fais pour les jeunes et assurer la relève. Ah, bien oui, parce que moi, ça fait on se connaît depuis 4 ans. Puis ça a toujours été mon objectif. Montrer aux gens que la pétanque, c'est pas vrai, que c'est un sport de vieux, comme on dit. Les petits vieux, c'est pas vrai. Il y a des grosses compétitions internationales pour les jeunes. Puis le Québec est en retard là-dessus. Et nous, mon but, c'est de ramener, puis que la prochaine compétition mondiale, les jeunes de Berthier
soit présent à la Coupe du Monde. Donc là, on va assister à la remise des diplômes à tous les gens. Puis on te félicite pour la journée. Tu as eu de beau temps avec toi. Je pense que c'était très intéressant. On a été très chanceux. Puis toujours merci à CTRB qui est toujours là pour nous appuyer et nous faire connaître. On vous remercie infiniment. Bienvenue au recette de CTRB, ici Chef Richer. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mathis. Bonjour Mathis. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Décoction de parceliant du livre DND, qui ressemble un peu à un mojito, un peu à du citron. On va avoir besoin d'un citron et de son zeste, un petit bout de gingembre, de la menthe et du miel et de l'eau bouillante qui vient de bouillir en ce moment. On va commencer avec le citron. On va trancher des fines lamelles du zeste avec un couteau ou un écolone si vous en avez un. Après avoir fait les lamelles de citron, on va prendre un petit morceau de gingembre, à peu près 8 cm environ, pour le mettre dans notre drink. Tiens, monsieur le chef. Maintenant que nous avons notre morceau de gingembre qui fait environ 8 cm, on va l'éplucher. Maintenant que nous avons épluché le gingembre, il faudra le découper en 4 morceaux égaux. Maintenant qu'on a découpé nos morceaux de gingembre en 4 morceaux, il faudra les écraser. Je vais utiliser personnellement un verre, mais vous pouvez utiliser aussi le bord d'un couteau. Et maintenant, dans votre verre, vous allez mettre un quart du gingembre, un quart du zeste de citron,
ainsi qu'une pincée de menthe. Et si vous voulez que votre boisson soit un peu plus sucrée, vous pouvez rajouter un petit peu de miel. Après avoir laissé infuser pendant 4 minutes, nous pouvons enfin déguster cette boisson. Donc, 4e week-end qui commence le vendredi 24 avec les Violons du Roi, Oui. 24 juillet. Encore une fois, on est honorés de pouvoir compter sur leur loyauté, leur fidélité au fil des années. Bernard Labadie, qui est à nouveau leur directeur Ouais, musical. c'est vrai. Hein, je ne sais pas si Il était les venu auditeurs l'an savent ça. dernier. Mais il était venu l'an dernier. Bernard a été absent pendant quelques années et là, il est revenu en 2024, l'année dernière, 2025, et là, 2026, dans un programme qui met en vedette une chanteuse, une soprano allemande qui s'appelle Anna-Elisabeth Müller, qui est, pour moi en tout cas, une des plus belles chanteuses pour les opéras de Mozart aujourd'hui dans le monde. Et là, c'est ça qu'elle vient nous proposer. En fait, elle nous propose un panorama, si tu veux, de ces grands rôles mozartiens, qui sont des femmes exceptionnelles, toutes et tous. Hein? La comtesse des noces de Figaro. Je dirais virtuose aussi. Absolument virtuose, vocalement. Parce que vocalement, Mozart était, il nous demandait d'être virtuose. Donna Anna dans Don Giovanni, enfin bon, voilà. Et tout ça est un peu, comment dire, le liant au travers de tout ça. Bien évidemment, après, c'est des extraits. Il y a une symphonie de Mozart, il y a une symphonie de Haydn, il y a des extraits orchestraux de certains opéras, des ouvertures d'opéra, par exemple. Donc voilà, ça va être une superbe soirée. Le lendemain 25, on retrouve l'OSM à nouveau, mais cette fois-ci de façon exceptionnelle, avec un chef invité qui s'appelle Stéphane Deneuve, qui n'est pas Kent Nagano. L'année dernière, Kent Nagano était avec nous. Stéphane Deneuve, qui est un des plus beaux chefs d'orchestre aujourd'hui, en fait. C'est intéressant parce que les deux protagonistes de ce concert-là, le chef et le soliste, sont deux Français qui, tous les deux, vivent aux États-Unis depuis très longtemps. Le pianiste en question, c'est Jean-Yves Thibaudet, un des plus grands virtuoses de l'instrument aujourd'hui, qui nous revient après, je dirais 4 ans. Il était avec nous en 2022. Des fois, on me demande, quel est le concert que vous nous recommandez? Je me suis un peu assagi là-dessus aussi. Je me suis dit, je peux donner des recommandations sans avoir l'air d'exclure l'un ou l'autre. Non. Mais ça, je dirais que ce concert-là de l'OSM le 25 juillet, pour les gens même peut-être qui connaissent pas l'amphithéâtre ou qui connaissent pas nécessairement la musique ou tout ça, mais qui ont envie de venir, là, je dirais ça, c'est peut-être le concert, c'est peut-être la soirée de l'été. Gershwin, Saint-Saëns, dont on parlait donc avec Jean-Yves, concerto égyptien de Saint-Saëns. Une suite orchestrale tirée de l'opéra Carmen de Bizet, donc les extraits orchestraux. Je veux dire, encore une fois, là, quand on dit ça je connais ça, je connais ça, les chances que les gens reconnaissent des mélodies tirées de Carmen sont très élevées. Puis bon, c'est ça, un Américain à Paris de Gershwin, donc là on est vraiment dans le bonheur estival, le plaisir, la célébration, puis le festival. Ça, c'est samedi 25 juillet. Je vais te poser une question. Tu me parles de deux Français aux États-Unis. Ils vivent bien présentement? Parce que, il faudrait leur demander, je sais pas. Mais tu comprends, tu comprends dans le sens. Là, ils vont arriver dans un environnement, je te dirais pas hostile, mais je veux dire, généreux, tu sais, là, qui reconnaissent la musique, qui reconnaissent les arts. Je pourrais t'en parler quand je leur en aurais parlé moi-même. Parce que ça m'intéresse évidemment, mais c'est des gens qui, encore une fois, sont établis aux États-Unis, tant Stéphane Deneuve que Jean-Yves Thibaudet depuis très longtemps. C'est pas récent. C'est pas des nouveaux, là. C'est pas des nouveaux arrivants, Mais toutes les histoires et tout, c'est pas évident. De vivre de l'art, je pense, aux États-Unis présentement, c'est plus difficile. Oui, mais c'est des gens qui ont des carrières internationales. Qui sont pas nécessairement. Bien sûr, non. Donc, après avoir été ébloui, épaté le samedi. Ben là, Yannick et l'Orchestre métropolitain
le dimanche. Donc, tu vois, quand le festival avance tranquillement et que Yannick réapparaît, là, ça sent... C'est un peu l'appel du festival, mais on sent que la fin s'en vient tranquillement. Ouais. Donc, superbe concert le dimanche 26 juillet en après-midi. Beethoven, Tchaïkovski, concerto pour violon de Beethoven avec Veronika Eberl, sublime violoniste allemande, qui a fait ses débuts ici l'année dernière avec Ken Nagano. Et 5e symphonie de Tchaïkovski. Là, on est en plein romantisme, des grosses émotions. On parlait tout à l'heure là, de l'émotion, la vulnérabilité, tout ça. C'est important, là, ça aussi. Ça va être aussi un des concerts importants de l'été. L'orchestre est tellement plein d'émotions. C'est l'OM, quand tu l'écoutes, tu vis avec lui des émotions et tout. Ouais. Là, je vais t'amener sur le sujet de l'environnement. Et ça, je sais que tu vas en avoir l'eau à dire, parce que là, je sais que c'est la semaine dernière? C'était censé être signé le 1er juillet, mais je pense que c'était mis le 2 juillet, là, qu'on a un nouveau pipeline au Canada. On a eu beaucoup d'émissions. La dernière nouveauté, c'est ça. C'était annoncé. Hein? Ils font comme d'habitude, quand ils ont des annonces qui sont pas trop populaires, ils attendent au mois de juillet, quand tout le monde est au barbecue, puis les gens regardent moins les nouvelles, pour que ça passe plus inaperçu. Donc, on annonce un nouveau pipeline que les Québécois vont payer. Ça, j'aimerais ça que les gens à la maison comprennent ça. C'est Trans Mountain, là. C'est encore Trans Mountain. C'est ça le même. C'est pas le même, mais Trans Mountain, on l'a payé. Puis là, c'est un autre à côté. Pour augmenter la production du pétrole le plus polluant au monde, il faut quand même le faire. Fait que, on est tout seul au Parlement à parler d'environnement. Toutes les mesures qui avaient été mises en place, tu as parlé tantôt du ministre Guilbeault qui a finalement quitté son poste de député. Donc, tu sais, parce que là, ça devenait intenable, là. Tu dors plus bien, j'imagine. Le gars, il faut se souvenir que ce gars-là, il a escaladé la tour du CN pour manifester pour l'environnement. C'était l'étendard, c'était la caution. Il est monté dans un arbre pour pas qu'il le coupe, puis il y a un paquet d'affaires, tu sais. Oui, mais c'était la caution du Parti libéral en termes d'environnement. Oui, puis tu sais, c'est ça. Le gars, c'est un activiste environnemental à la base. Puis moi, j'admire ça. Il y a deux façons de faire la politique. On peut être dans l'opposition. C'est bien facile de toujours garder sa morale et ses déclarations parce qu'on critique. Tu peux aussi être dans le gouvernement et essayer de travailler à l'intérieur. Ça t'oblige à avaler des couleuvres. Tu sais, j'ai vu, moi, Stephen Guilbeault approuver les gisements pétroliers de baie du Nord dans l'Atlantique, au large de Terre-Neuve. Et on l'écœurait pas mal dans ce temps-là. On va être francs là, ensemble. Et ça ne devait pas être facile pour lui. Mais tu sais, t'es là, puis tu te dis, moi, je suis comme ministre, oui, j'ai à approuver ça parce que le Canada est un pays pétrolier, puis il y a de la pression, mais en même temps, je peux mettre des mesures qui, sur le long terme, vont améliorer l'environnement. J'imagine, tu sais, je n'ai pas eu cette discussion de fond-là avec Steven, mais j'imagine que c'était ça son raisonnement. Et là, quand tu vois un changement de premier ministre, puis à l'arrivée de Carney, il a retiré le règlement sur l'énergie propre, il a retiré le maximum des émissions dans l'Alberta. En fait, il a tout retiré les mesures structurantes que Guilbeault avait réussi à mettre en place pendant l'ère Trudeau. Donc, à un moment donné, là, il ne pouvait plus rester ministre parce qu'il fallait qu'il défende ça, qu'il n'était plus capable. Quand tu as dit tantôt d'émission avec fracas, je ne qualifierais pas ça de fracas parce qu'il a été vraiment doux. Il a démissionné comme ministre, il est resté député, fait que ça maintenait l'équilibre des forces au Parlement. Puis là, finalement, il s'en va comme député, mais il n'est pas parti en... Il a juste dit l'environnement, ça ne fonctionne plus. Mais il y a eu des appuis, de qu'est-ce qu'on voyait dans le cas de il y avait 10-12 qui ont font partie du caucus de l'environnement. Mais là, ils ne parlent pas trop fort. Fait que, ces gens-là, pour l'instant, décident de garder leur job. Il y a un paquet de facteurs qui jouent dans ces affaires-là. Éventuellement, peut-être ça finira par sauter cette marmite-là. Je ne sais pas. Mais nous, pendant ce temps-là, on est les gardiens de l'environnement au Parlement. Sauf qu'on n'est pas monstre tout seul, on va vous dire ça. Parce que quand il y a le temps d'approuver un pipeline comme ça, c'est un premier ministre conservateur, dans le fond, Carney, qui est un progressiste. Moi, j'ai souvent utilisé l'image, puis je pense qu'elle est bonne. On est un gouvernement progressiste conservateur, un peu comme style Mulroney.
puis avec une opposition conservatrice. Fait que quand c'est le temps de faire des mesures de droit puis d'abandonner la protection de l'environnement, ben, ils sont 300 sur 343. On n'est pas beaucoup, là. Ils sont plus que ça. On est 21, nous autres. Là. Fait que, on fait notre possible, mais c'est pas facile. Là, puis dans chaque loi qui est votée aussi, il y a une dérive autoritaire. Genre, je pense que je t'en ai déjà parlé. Dans chaque projet de loi, il y a des possibilités pour les ministres d'annuler l'application d'un paquet de lois. C'est l'exemple, entre autres, pour le TGV, où on a retiré des droits aux gens qui vont se faire exproprier si jamais ça a lieu, ce projet-là, de façon inacceptable. Nous, on n'accepte pas que les citoyens de Vertig-Masquinongé deviennent des citoyens de deuxième zone. Puis ce train-là n'est pas soumis aux évaluations environnementales correctement. L'Office de transport du Canada a plus son mot à dire, alors que c'est un organisme indépendant dont la charge est d'évaluer si les projets ont de l'allure pour vrai ou pas. Et c'est un gouffre d'à peu près 200 milliards qui nous attend avec aucune rentabilité. Là. Fait que ça va être, tu sais, les gens parlent du stade encore, ça va être bien pire que ça si jamais ils nous le font. Là. Puis ça, tout ça dans le contexte de l'environnement, puis en même temps, dans les dernières lois, on a donné le pouvoir au ministre de l'Agriculture, au ministre de la Santé, d'autoriser l'application de pesticides ou d'herbicides qui auraient été refusés par Santé Canada. On est rendu loin, là. Les gars, moi, je dis tout le temps, écoute, le ministre, là, c'est pas un scientifique, là. Il y a des limites à ce qu'on peut faire. Puis si tu as déjà des preuves, tu n'as pas dit. Je te dirais. Je comprends. Il y a peut-être des preuves chimiques, mais moi, tu as des preuves que ces pesticides-là sont pas bons. C'est ça que je veux dire. Ça tombe dans l'arbitraire. Puis moi, tu sais, c'est ça, je cherche. Tu sais, j'ai été le porte-parole de l'agriculture pendant 6 ans et demi. Là. Je les aime, les agriculteurs, je les ai défendus. Puis je la comprends, la dynamique, quand tu as une production qui est menacée. Sauf que ce qu'on dénonçait, c'était l'inefficacité de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. C'est-à-dire, il y a besoin d'application d'un produit en urgence. Ça pouvait leur prendre 2 mois. Mais ils l'approuvaient, le projet. Le produit, ils l'approuvait. Mais 2 mois plus tard, la récolte est perdue. C'est perdu. Tout le temps. Mais là, entre ça, puis donner le pouvoir au ministre de dire « Ah, vous l'appliquez, il y a un monde, là. » Le ministre n'était pas un scientifique, là. T'sais, mettons des ressources à l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, puis mettons de l'efficacité là-dedans. C'est ça. Là. Des pesticides, je vais donner un exemple très gros, là. Des pesticides qui sont autorisés pour épandage par avion. OK? L'avion est à une certaine altitude. Il épand ça revole partout sur des kilomètres. Le même pesticide, on demande l'autorisation de l'étendre avec un drone tout petit, pour aller dans une petite zone qui est malade, pas arroser tout le champ pour rien. Ça a pris, je pense, plus que 3 ans qu'ils nous disent oui, parce qu'il y a 4 hélices à la place de 2, puis parce que, tu sais, à un moment donné, si ça devient complètement ridicule. Fait qu'entre les deux, tu te dis, ben ça n'a pas de bon sens. Mais là, de là à dire, bon, ben le ministre, lui, il va le dire à l'instant, là, le ministre, c'est pas un scientifique. Je fais le parallèle avec la pandémie. Pendant la pandémie, les conservateurs amenaient souvent, on se souvient, hein, on essaie de l'oublier tout le monde parce que ça ne nous tente plus d'y penser, mais il y avait des mesures dans les avions, les masques, tout ça. Le Canada a été un des derniers pays à retirer ces mesures-là. Puis c'était long. Moi-même, je trouvais ça long. C'était long, Puis là, les conservateurs arrivaient en chambre avec une motion disant, on veut retirer les mesures sanitaires dans les avions. Nous, on disait, ben oui, on est d'accord, mais on faisait rajouter une phrase avec l'aval de la santé publique. Moi, je peux penser bien intelligent comme député, mais je ne suis pas un épidémiologiste. Je comprends. À un moment donné, il faut respecter la science et se baser sur les connaissances. Fait que moi, je trouve ça sidérant. C'est hallucinant. Ce qui me fait capoter que ça n'élève pas plus que ça dans l'opinion publique. Que là, on va donner le pouvoir à un ministre. Puis là, ça ne veut pas dire qu'il est qualifié, ce monsieur-là. Vous savez comment c'est nommé, les ministres? On avait un très bon avant la dernière campagne électorale, le Cody Blois, qui est un gars de la Nouvelle-Écosse. Puis là, ça prenait un ministre de l'île du Prince-Édouard. Fait que lui, ils l'ont mis secrétaire parlementaire, puis on a mis le gars. Il est correct, le gars de l'île du Prince-Édouard. Mais il n'y a pas l'expérience, il n'y a pas de... J'enlève rien à personne, sauf que ça ne veut pas dire que ces gens-là, quand ils sont nommés ministres pour des questions de représentativité, oui, ils sont entourés par des cabinets, ainsi de suite, mais en bout de plus, c'est quand même lui qui a le pouvoir. Puis ça peut, ultimement, on sait c'est quoi les ministres, il va se faire dire par le premier ministre quoi faire à un moment donné. Mais tu sais, c'est beaucoup de pouvoir dans les mains d'un seul homme. Puis, tu sais, là, je veux pas faire populiste, mais tu sais, si on se ramasse avec des cancers parce qu'ils ont trouvé des produits qui n'ont pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. J'écoute, je sais plus comment le dire, ça n'a pas de bon sens. Mais bon.
Mallory, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit « Est-ce que c'est normal? » Avec les émotions, tout ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, oh, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.